C'est le retour de la pause. Nous continuons avec le Mali. On va parler maintenant du retour au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'est plus à l'ordre du jour. Le rétablissement dans ses fonctions de l'ancien président malien n'était plus à l'ordre du jour. Le chef de l'État, renversé par les militaires le 18 août dernier, ayant dit aux émissaires ne plus vouloir gouverner. La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi 24 août. Après 3 jours de négociations sans accord sur les conditions d'un transfert de pouvoir au civil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avant la pause. Pasteur Rideau, tu lui donnes encore la parole. Oui, c'est lui qui avait pris ça longuement maintenant. Je sais comment se tourne la parole. Le fait que IBK ne souhaite plus revenir aux affaires, en principe, ça aurait dû faciliter les discussions. En principe, oui. En principe, oui, parce que son retour, l'exigence de son retour, au pouvoir a été l'une des demandes c'est l'exigence de la CEDEAO, que l'IBK, le retour à l'ordre constitutionnel. Et je disais il y a 8 semaines de cela sur ce plateau que le retour à l'ordre constitutionnel n'était plus à l'ordre. Je l'ai dit ici sur le plateau la dernière fois, parce que ce n'est plus possible. Hein, parce que pourquoi c'est pas possible? Non, je l'ai dit ici il y a 1 semaine, c'était plus possible. Et justement, c'est ce que IBK lui-même venait de dire. Venait de dire, et la CEDEAO a pris déjà acte que il n'est plus question de demander le retour au pouvoir de IBK. Mais dans un premier temps, la CEDEAO insistait sur ce point qu'il fallait le rétablir. Est-ce que de la part de l'organisation, ce n'était pas, en tout cas des chefs d'État, ce n'était pas une mauvaise lecture quand on a vu tout ce qui a concouru à son renversement? Voilà, c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture. Oui. Une très mauvaise lecture. Non. Et quand vous suivez les politologues, tous les politologues sur ce sujet. Comment ça, tous les politologues? Je dis tous les politologues, les analystes. Non, mais laisse-moi. Pas tous. Tous les politologues. Pas tous. Peut-être sauf toi. Pas tous. Peut-être sauf toi. Non, tous les politologues se sont rendus compte que c'était une illusion. Hein? La CEDEAO était encore dans l'illusion. C'était une illusion de dire que IBK retourne au pouvoir. Et finalement, sur le terrain, IBK l'a dit. IBK l'a dit. Maintenant, ce avec quoi il faut compter maintenant, moi je crois sincèrement, ce qui est important pour moi, c'est de libérer IBK. La junte a concédé ça. C'est de libérer tous les autres. Il doit retourner dans sa villa. Il faut qu'ils retournent dans leur mouvement et qu'ils soient libres. Il pourra même voyager pour se Il faut qu'ils soient libres de leur mouvement. Et il faut assurer même leur sécurité. Moi, je crois que c'est ce qu'on doit faire. C'est la bonne impression que la junte doit donner d'abord la garantie. Il faut qu'il y ait cette garantie, parce qu'on ne peut pas le priver IBK et ses ministres et ses collaborateurs, ne peut pas les priver de leurs droits. D'accord, Dimas, je le disais tantôt. En faisant coup d'État, on leur garantissait leurs droits. Au départ, Dimas, on a vu toutes les manifestations qu'il y a eu contre IBK. Ouais. On avait l'impression qu'il était un peu délégitimé par la rue. Ouais. Et quand la CEDEAO dit qu'il faut le rétablir, comment vous allez rétablir ce président-là que la rue a vomi? S'il tenait à revenir, il revient, parce que comment on ne peut pas le faire? On doit le faire. On doit le faire. Si la junte refusait, on prend toutes les sanctions possibles. Et s'il pouvait s'en tenir, il n'a qu'à s'en tenir. Mais le problème, c'est quoi? Moi, c'est une lecture personnelle que je fais de la chose. Il y a 2 choses qui me chagrinent dans cette histoire. Parce que la politique, pour la plupart des cas, c'est la face visible de l'iceberg sur laquelle le peuple danse, ou bien l'opinion danse. Les réels enjeux, les vraies raisons sont ailleurs. Et la façon dont la France a conduit cette crise jusqu'à maintenant me laisse véritablement pantois, me laisse vraiment pensif, et ça me pousse à un certain nombre d'interrogations. Parce que vous savez, quand ça commence, nous savons l'outil principal d'information de la France. Et vous savez, son budget, ça crée toujours problème au Parlement français. Hein, parce que des antennes qui ne desservent même pas le pays, qui sont destinées ailleurs, mais la France doit déverser des milliards de budget d'euros dedans. Et maintenant, quand ça commence très souvent comme ça, si la France n'est pas d'accord, on dit des tirs dans tel camp. Hein? Comme ça avait commencé par crépiter à Kati,
On aurait pu commencer par donner les infos. Si vous suivez sur RFI, c'est blackout total. Jusqu'à, le truc a été consommé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas volontairement envie d'alerter sur le danger qui venait. Première lecture. Deuxième lecture, c'est que on voulait que ça soit ainsi. C'est pour cela que rapidement, ils ont pris acte. La France a pris acte de la démission d'Ibeka. Sans chercher à faire comprendre que c'est une démission forcée ou quoi que ce soit. Parce que quelqu'un qui disait que si les militaires pensent qu'ils peuvent régler ça par la force. S'ils ont conclu que... S'ils ont conclu que... qu'est-ce que lui peut faire? Ça veut dire que c'est une démission forcée. Si la France réellement voulait s'en tenir au droit, devait dire que ça, c'est quelque chose d'illégal. Et on ne devait pas cautionner ça. Mais ils ont pris acte rapidement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque part, on est en train de lâcher Ibeka. Et si la France est en train de lâcher Ibeka, ce n'est pas pour les beaux yeux des Maliens. Ça veut dire que Ibeka posait un acte qui allait manifestement contre les intérêts français. Et quand ça va contre les intérêts français, c'est que ça sauvegarde les intérêts maliens. Il n'y a pas demi-mesure. Alors, tout le monde suit ça. Bouh, comme des moutons de Panurge. Et on dit que quoi là? Non, je ne dis pas ça pour toi, excuse-moi. Alors qu'on ne voyait pas le terrain sur lequel la France nous amenait. Et à la fin, c'est pour dire qu'on se cache derrière la CEDEAO, c'est pour contraindre Ibeka à ne pas vouloir venir. Et après, au-delà de tout, la troisième grande lecture qu'on peut voir, c'est la vengeance personnelle des hauts gradés. Il y a un certain nombre de hauts gradés qui sont impliqués dans ce putsch, qui sont cités dans le rapport des Nations Unies comme étant des trafiquants. Tu vois, et travaillant ensemble avec les terroristes là. Et tout le monde sait comment ces terroristes ont été érigés. Le terrorisme a été érigé en quoi là, que ce soit au Niger, au Mali ou un peu partout. Et à quel fait tout cela sert? Et on sait les intérêts que ces terroristes préservent là-bas. Et donc à partir du moment où ils ont été cités et que immédiatement le chef de la garde présidentielle a été sauté pour le coup d'État, alors que la manifestation là durait. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que la raison qu'on nous envoie en soi-disant Gabéji, laisser aller, ceci, ces raisons sont des artifices, sont des ravalements de façade pour noyer le poisson. Pour les vraies raisons, pour sauvegarder toujours les intérêts français au Mali là-bas. Et je me dis, ça permet à toute l'Afrique de reculer à au moins 20 ou 30 ans en arrière encore, où les coups d'État servaient d'outils pour pouvoir déposer ces chefs d'État qui ne sont pas pour sauvegarder les intérêts de la France ou d'autres métropoles. Et si c'est ça que les défenseurs des droits de l'homme, les grands démocrates de l'Afrique applaudissent parce que Ibeka est parti. Ibeka est parti. Savez que, souffrez maintenant que si un Pascal Lissouba vient encore, on le déposera facilement. Si un Thomas Sankara, que vous adulez beaucoup, vient encore, on le déposera facilement. Parce qu'il y a une jurisprudence qui est bien écrite et que vous avez bien accompagnée. Et on n'appréciera pas cas par cas. Non, c'est ça ou ce n'est pas ça. Les militaires, lorsqu'ils ont décidé en tout cas de renverser Ibeka, avaient un schéma de sortie de crise? Ce qui devait motiver, ce qui a motivé le coup d'État, c'est parce que des manifestations de M5 sont encore en vue et cela peut fragiliser davantage. Bon, cela pourrait fragiliser. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est parce que la rue bouillonnait. Non, justement. C'est vrai que quand eux-mêmes, ils ont... Justement. C'est des prétextes. Non, il ne faut jamais... On ne peut pas occulter, on ne peut pas occulter. Les militaires ont dit un certain nombre de choses, mais ils ont dit que c'est vrai que le pays était déjà... Mais on sent que ça, c'est la raison principale. Manifestation fait quoi? Surtout que ce n'est pas réprimé dans le sang. Justement. Surtout qu'on laisse faire. Donc ça fait partie de la vie normale de la démocratie. Il y avait une manifestation qui a entraîné des morts. Vous vous rappelez? Oui, on parle de 14 morts. Voilà, donc plus d'une dizaine. C'est pas l'armée qui a réprimé. Est-ce qu'ils ont un plan quand ils sont venus? Oui, je crois quand même que...
je ne peux pas. Tu peux, réponds. Est-ce qu'ils ont un plan? Je ne peux pas directement parler d'un plan. Parce que tu sais qu'ils n'ont pas de plan. Dis ça clairement. Je ne saurais pas le dire, mais je crois quand même que ces militaires ne sont pas quand même s'ils ne sont pas des politiciens, quand même c'est des intellectuels. C'est ces militaires, ces officiers, c'est des jeunes officiers. Ça ne fait pas de vous, non, je dis c'est la plupart. Non, je dis c'est des jeunes, 41 ans, etc. Non, c'est des jeunes officiers. On est de la même tranche d'âge. Ça ne fait pas de. Et donc tu veux pas Non, je dis c'est des jeunes officiers. C'est des jeunes officiers qui voyaient quand même une situation qui est en train de créer par la rue. Moi, certainement ça. Oui, moi, je refuse pas tout ça. Je suis d'accord. Mais là, je suis d'accord aussi qu'il faut faire une lecture. Vous avez l'impression qu'ils ont un plan, là? Oui, mais ils doivent avoir un plan. Et c'est le plan qu'ils sont en train de dérouler. Jusque-là, ils n'ont encore rien proposé. C'est un plan qu'ils sont en train de dérouler. Tu disais, c'est que tu ne peux pas parler véritablement de plan. Mais ils en ont. Ça veut dire que les gens n'ont pas de plan. Non, s'ils n'en ont pas de plan. Ils ont été téléchargés comme cela. Ils ont été téléchargés par la France. Ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut déduire, je suis d'accord quand même que le président, le rapport de l'ONU quand même a indexé un certain nombre d'officiers qui sont impliqués dans le trafic de drogue, qui sont impliqués même de connivence avec les terroristes. Et cela peut, il faut aussi privilégier cette piste. On peut aussi privilégier cette piste. Maintenant, quand il s'agit de parler de la France, en tout cas de toutes les façons, la France est très comment on l'appelle, subtile dans ce genre de choses. Mais je ne veux pas en parler du tout. Je ne veux pas en parler. C'est que tu refuses d'en parler. Nous sommes en train de faire des analyses. C'est une lecture que cela nous présente. Ça peut être vrai ou faux. Je ne veux pas en parler. Nous ne disons pas, nous ne sommes pas cette France-là, j'en ai horreur. Et je suis l'un de ceux-là qui voient un peuple malien panafricain, un peuple malien qui est panafricaniste. Un peuple malien toujours panafricaniste. Donc, la situation actuelle, la junte ne peut pas à elle seule déterminer un plan pour un plan de salut. Ils sont venus eux seuls au pouvoir, non? Oui, bien sûr, quand même. Alors, ils n'ont qu'à l'assumer. Il y a quand même les acteurs politiques. Il y a les acteurs, ils doivent composer avec les acteurs politiques. Justement, Dimas, le colonel Ouagué dit il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé, et que nous, à notre niveau, la signature finale de la transition sera discutée, définie entre nous. Les navigateurs rien n'est arrêté, rien n'est défini. C'est quoi? C'est que eux. Est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux, mais entre eux et la CEDEAO, est-ce qu'eux, ils ont dit, voici ce que nous voulons, et c'est la CEDEAO qui a dit non, ou bien, pour eux, il n'y avait pas vraiment... Ils naviguent à vue. Non, ils ont parlé ils naviguent à vue. Ceux qui sont bien préparés, d'ailleurs, dans le temps, quand on faisait des coups d'État, on suivait. C'est des gens qui huilaient leur discours, avaient un schéma bien défini, prédéfini, qui déroulait. D'ailleurs, dès la prise du pouvoir, la Constitution est dissoute et telle chose est mise en place. On veut faire ceci, on veut faire cela. Et c'est bien défini avant qu'on aille faire les coups d'État. C'est dans les périodes où les coups d'État étaient à la mode en Afrique. On a vu, vous avez vu que ce qui a plus choqué l'opinion, c'est l'assassinat de Baré Maïna Sara. La façon dont elle a été décrite par le confrère qui était là-bas, ça a choqué l'opinion. Ça a choqué l'opinion. C'est-à-dire que la façon dont on disait qu'il a soulevé la tête, il a regardé ses assassins, on l'a encore battu et il a déposé la tête et il n'a plus bronché. Et on l'a pris. Moussa Kaka. Non, c'était Moussa Kaka. Ouais. À l'époque, et puis vous l'avez bien suivi. Oui. Et puis on l'a pris, on l'a amené, sa femme est médecin, on l'a amené le corps comme ça à la clinique de sa femme, complètement ensanglanté. Et ça a traumatisé. Je pense que le président sénégalais, à l'époque, c'était Diouf, non? C'était Diouf, est obligé de prendre la femme avec lui. Ça a choqué tout le monde. Et on dit que pour des raisons politiques, les fils du pays qui veulent apporter leur savoir-faire pour la construction du pays, on peut leur reprocher un certain nombre de choses. Là, ici, on n'a pas, mais il faut un coup d'état sanglant. Attendez.
Et donc, on ne veut plus parler de coup d'État. Et donc, ceci, c'est venu dans un monde nouveau. Parce qu'on est actuellement dans un monde où les coups d'État ne doivent plus faire partie, ne doivent plus être de mise. Et donc, ils sont télescopés comme ça, ils sont téléchargés, ils sont arrivés, ils naviguent à vue. Ils ne savent plus quoi faire. Mais le danger, c'est que ça ébranle tout le fondement démocratique que nous sommes en train de bâtir en Afrique. Quand on sait que des démocraties des plus solides, plus ou moins, en Afrique, comme le Ghana, comme le Bénin, Sénégal, parlent de coup d'État, c'est récemment, assez récemment. Tout récemment, le Ghana a dit qu'il a arrêté un certain nombre d'armes et autres là qui devaient servir à faire un coup d'État. Talon disait qu'il a échappé à un coup d'État. Et c'était sérieux. Et si cette démocratie-là, ces pays qu'on peut considérer comme démocratiques, en Afrique, du moins ceux qui ont fait montre quand même d'avancée dans ces domaines, parlent de coup d'État, et qu'on consolide ce qui s'est passé au Mali, vous voyez la porte qu'on est en train d'ouvrir à ces instabilités-là qu'on appelle le coup d'État. Et c'est pour cela que les pasteurs et d'eau m'énervent quand ils sont dans la peau des défenseurs des droits de l'homme et qu'ils défendent des coups d'État. Non, je ne cautionne pas le coup d'État. Le coup d'État, je condamne le coup d'État. Il y a 8 ans au Mali, quand Yaya Sanogo a fait son coup, oui. Les gens ont dit que le Mali vient d'amorcer une phase qui va enraciner sa démocratie. 8 ans seulement. Oui, non, on n'est pas parfaitement ça a donné quoi? On est parfaitement d'accord. C'est pourquoi je le répète encore. Je crois que je voudrais bien que tous ceux qui nous suivent sachent que, reconnaissent que, admettent que moi, Edo, pasteur Edo, je ne cautionne pas le coup d'État. Je ne cautionne je le pas. condamne. La dernière fois ici, soit dans cette logique alors. Nous l'avons soit condamné. dans cette logique alors. Nous l'avons condamné, mais la situation qui on ne condamne pas et on défend ça en même temps. Qui prévalait au Mali. Mais maintenant, la situation actuelle, c'est vrai qu'il y a 8 ans de cela, que Sanogo a pris le pouvoir, a renversé ATT. Il lui restait juste 2 mois pour finir son mandat. Et nous tous, nous disons que c'est un retard par rapport à l'avancée démocratique. Ça ralentit. Je pense que le premier, c'est Modibo Keïta, non? Ça ralentit. Modibo Keïta, après Moussa Traoré, après Sanogo, qui vient, et puis ils ont gagné quoi dedans? C'est pourquoi, nous estimons qu'il est temps qu'on puisse respecter les constitutions en vigueur par rapport au... On est d'accord. Tout le monde est d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Pour ne pas les tripatouiller. Je suis d'accord. Et donner la chance aux gens de faire on plus est de d'accord. On est d'accord. Je crois qu'on va plutôt consolider notre avancée démocratique. On est d'accord, mais tu sais que Ibeka n'est pas en train de tripatouiller la Constitution. Et donc le cas là, ce n'est pas ça le tir. Son cas, c'est que... C'est-à-dire de la même manière qu'on condamne avec la dernière énergie les coups d'État, on condamne également les révisions, les tripatouilles. On est parfaitement d'accord. Voilà. On est parfaitement d'accord. Et la CEDEAO même en condamne. La CEDEAO n'est pas d'accord.